À l'ordre, s'il vous plaît. La commission reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Nous allons poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur les documents intitulés « Vers une nouvelle politique québécoise en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion ». Dans un premier temps, je souhaite la bienvenue à M. Bob White, professeur titulaire au département d'anthropologie à l'Université de Montréal et directeur du laboratoire de recherche en relations interculturelles. M. White, vous disposez de 10 minutes pour faire votre exposé. Je vous demanderai dans un premier temps de présenter les gens qui vous accompagnent. Va s'en suivre des échanges avec les parlementaires. La parole est à vous. Merci beaucoup. D'abord, Madame la ministre et les membres de la commission, merci pour l'invitation. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce processus. Je m'accompagne des deux collègues. D'abord, Madame Danielle Gratton, qui est psychologue et docteur en anthropologie, donc psychologue et anthropologue de formation. Coordinatrice de recherche pour les travaux que nous faisons au laboratoire Labrie, consultante et formatrice aux agences de santé et de services sociaux. Et je voulais tenir à la mentionner qu'elle a déjà été présidente du Conseil interculturel de Montréal. À ma gauche, toujours à ma gauche, Jorge Frosini, professeur de communication de l'Université de Québec à Chicoutimi, politologue de formation, docteur en communication, co-chercheur affilié au Labrie et membre du Centre des travailleurs immigrants. Je voulais dire deux petits mots sur le groupe qui nous réunit, le Labrie, qui est un laboratoire de recherche par des personnes qui s'intéressent à la recherche, l'enseignement et l'expertise en relations interculturelles. Nous travaillons principalement sur un projet de partenariat de recherche qui vise à comprendre les dynamiques interculturelles dans le contexte urbain, donc surtout à Montréal. C'est un partenariat qui rassemble une douzaine de partenaires communautaires, municipaux et universitaires. Et je voulais aussi mentionner que mon collègue François Rocher n'a pas pu se joindre à nous. Il était un petit peu plus loin, donc il est aussi co-auteur sur le mémoire, mais il n'a pas pu être présent avec nous. D'abord, on tenait à saluer le travail qui a été effectué jusqu'à maintenant à travers ce texte, à travers l'énoncé de politique. Et nous voulons surtout saluer l'accent qui a été mis sur l'idée de l'inclusion. Au Québec, nous avons développé des expertises en interculturel depuis très longtemps. Vous savez sans doute que le Québec, des fois même plus que le Canada, est pris comme un foyer d'expertise ou comme un modèle pour les questions d'intégration et de diversité ethnoculturelle. Mais il demeure qu'on entend souvent des questions auxquelles nous n'avons pas toujours de très bonnes réponses. Et les questions que nous entendons souvent émergent dans le cadre de la recherche que nous faisons sur le terrain, un peu partout au Québec, mais surtout dans la région métropolitaine. On entend premièrement des personnes qui sont inquiétées par les défis de cette nouvelle diversité qu'on appelle des fois la superdiversité. Et ils nous demandent, il faut aller jusqu'à où? On veut bien adapter nos services, nos outils, nos ressources, mais s'adapter et adapter jusqu'à quel point, jusqu'à où? La deuxième question qui nous est posée souvent, et ça c'est souvent après avoir posé la première, si on accepte d'adapter nos institutions et nos services, dans ce cas-là, il nous faudrait des orientations et des balises plus claires. Donc nous travaillons beaucoup avec nos différents partenaires sur le terrain pour essayer de mieux définir l'interculturel et les aider à trouver des outils qui orientent mieux l'action interculturelle. Donc l'inclusion
peut donner quelques réponses à ces questions. Juste l'idée de l'inclusion, une démarche qui vise à baliser l'inclusion, peut donner quelques réponses à ces questions, mais je pense que c'est peut-être l'argument principal de notre mémoire, c'est que pour bien comprendre l'inclusion, il faut s'assurer de regarder les conditions de l'inclusion. Quelles sont les conditions qui permettent, qui favorisent, qui privilégient l'inclusion, et non seulement pour les immigrants, mais aussi pour ceux qui les reçoivent. Et cette idée de regarder les deux côtés de l'équation, les deux côtés des interactions, est vraiment au cœur de toute approche interculturelle. Nous sommes d'avis que le Québec a beaucoup d'intérêt à clarifier et structurer une politique sur l'interculturalisme. Comme vous avez pu, j'espère, lire dans le mémoire, nous ne sommes pas convaincus que l'énoncé de politique accomplit ce travail, mais il y a quelques pas qui vont dans ce sens-là. On aimerait insister sur l'idée qu'une politique sur l'interculturalisme doit soutenir l'interculturel et pas l'inverse. Et donc, tout de suite, dans cette proposition, vous entendez la distinction que nous faisons souvent entre l'interculturalisme et l'interculturalité. Donc, l'interculturalisme, c'est une série de politiques qui visent à encadrer la vie publique, et l'interculturel ou l'interculturalité, c'est cet état de fait, cette réalité sociologique qui fait que les gens des différentes origines rentrent en contact les uns avec les autres. Bon, pour soutenir l'inclusion, ça demande des conditions interculturelles. C'est quelque chose qui serait vrai pour le Québec et peut-être même spécifique au Québec. Mais les conditions interculturelles, elles, exigent des compétences, et pas uniquement des compétences individuelles. Nous allons beaucoup parler, en fait, de cette différence entre compétences individuelles et compétences sociétales ou compétences organisationnelles. Mais aussi, les conditions de l'inclusion exigent de l'accompagnement. C'est un terme qui va revenir aussi souvent. Puisque le temps est court, nous avons identifié 3 enjeux qui nous semblent essentiels à retenir. Ce sont des enjeux qui traversent l'ensemble des recommandations que nous avons faites dans notre mémoire, mais c'est important de prendre quelques minutes afin de les souligner, parce que dans ce mémoire-là, qui est assez dense, il y a plusieurs façons de lire le texte. Premièrement, on voulait insister sur l'importance d'identifier des situations problématiques récurrentes. C'est pas du jargon. En fait, quand on parle de ces situations problématiques qui reviennent souvent, en recherche interculturelle, on utilise souvent le terme incident critique. Nous savons que l'insertion socio-professionnelle pose beaucoup de problèmes, et il y a beaucoup de réflexions là-dessus dans l'énoncé de politique. Surtout la situation des travailleurs temporaires, une situation qui nous inquiète beaucoup au Labrie et qui inquiète beaucoup de nos partenaires. Et donc, on a pris un peu de temps pour en parler dans la mémoire. Deuxième, le développement et le transfert des compétences. Il faut pas se limiter à une compréhension des compétences individuelles, puisque les compétences individuelles sont assez faciles à former. Nous savons comment ça se fait, mais si on vise pas les compétences des organisations et puis même des regroupements d'acteurs dans la société de façon plus large, ce savoir n'est pas transmis. Deuxième, il faut distinguer entre compétences culturelles et compétences interculturelles. C'est essentiel. Les compétences culturelles visent une compréhension de la culture de l'autre, et les compétences interculturelles, ce sont principalement des compétences de communication. Donc, que faire dans des situations où la communication dérape. Et le troisième enjeu pour nous qui est très important, c'est l'importance de l'échelle municipale. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats là-dessus depuis quelques années. Les villes proclament, les municipalités à travers le Québec proclament des capacités de fournir des services de proximité. Les villes sont prises, comme nous savons, avec beaucoup de problèmes dans cette proximité, et des problèmes qui émergent et qui se répètent de façon quotidienne. Ils sont pris aussi avec les plaintes des citoyens de façon régulière.
Mais il y a quand même des choses intéressantes qui se passent à l'échelle internationale parce qu'il y a plusieurs mouvements qui travaillent, mouvements politiques et je dirais sociaux aussi, qui travaillent sur les dynamiques municipales comme une échelle très promettante. Parmi d'autres, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'échelle municipale et on est content de venir vous parler un petit peu des enjeux que nous voyons à partir de cette échelle, presque du quartier. Donc, je vais arrêter là. Merci, M. White. Avant d'entreprendre la période d'échange, j'aurais besoin d'un consentement pour qu'on puisse excéder l'horaire tout à l'heure. Ça va pour tout le monde. Et aussi, j'aurais besoin d'un consentement pour permettre à M. le député de Mercier de participer à nos travaux. Inutilement sur OK. Et M. le député de Mercier aimerait avoir 2 minutes. Est-ce qu'on y va comme la semaine dernière, Mme la ministre? Monsieur le député de Mercier aimerait avoir 2 minutes de votre temps. Est-ce qu'on y va comme la semaine dernière? Absolument. Donc, 2 minutes, Monsieur le député de Mercier. On entreprend les échanges. Madame la ministre, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous remercie, M. White, Mme Gratton et M. Frosini. Merci de votre présence ici. Vous touchez vraiment au cœur d'un sujet très important dans cette consultation et vous amenez un autre éclairage, peut-être des distinctions importantes. Alors, on va commencer avec l'interculturalisme parce qu'il y a vraiment une volonté exprimée. On a posé la question, évidemment, très ouvertement, que doit-on faire pour que cette mode unique d'accueil, d'intégration soit mieux comprise, mieux définie, formalisée d'une manière ou d'une autre. Et vous allez dans le vif du sujet et j'aimerais donc vous poser quelques questions là-dessus. D'abord, vous dites faire attention, puis il y a juste un intervenant qui a parlé d'interculturalité, mais est-ce que vous pourriez mieux expliquer donc, quand vous dites faites attention aux mots l'interculturalisme et l'interculturalité, que les termes imprécis qu'il faut faire attention. Peut-être revenir sur cette question. J'ai publié un texte récemment avec mon collègue François Rocher qui n'a pas pu venir, justement pour essayer de faire émerger un peu plus à quel niveau la confusion terminologique nous joue des tours. Nous savons que le Québec se trouve à l'intérieur, donc dans un contexte fédéral qui utilise un autre terme pour expliquer ces politiques qui encadrent les questions de diversité ethnoculturelle, immigration et d'autres. Et donc, mais nous savons aussi que le Québec n'a jamais vraiment acheté pleinement les politiques du multiculturalisme. C'est très difficile de les comparer. Mais dans notre analyse des discours qui circulent autour de ces deux ismes, donc l'interculturalisme et le multiculturalisme, nous avons vu que certaines personnes ne voient que les similitudes et d'autres personnes ne voient que les différences. Mais d'un point de vue beaucoup plus, je dirais, neutre, il faut ne pas dire scientifique, les deux sont vrais. Et donc, la question que nous allons poser par rapport à l'interculturalisme dépend du niveau, de l'échelle qu'on prend pour regarder le problème. Notre analyse explique, je pense très clairement, qu'il y a certains aspects qui sont pareils des deux politiques d'intégration ou politiques de la gestion de la diversité, pour prendre le terme plus souvent utilisé. Mais sur d'autres aspects, les deux approches sont très différentes et même opposées. Mais étant donné que dans le contexte du Québec, nous ne sentons, il n'y a pas une majorité qui se soit à l'aise avec l'idée du multiculturalisme, le Québec essaie donc de tracer son propre chemin. Pour le faire, il suffit pas de dire uniquement que nous ne sommes pas multiculturalistes. Il suffit pas de simplement changer les préfixes. Le multi devient inter et voilà, de façon magique, nous sommes une société distincte.
Il faut regarder un peu l'histoire. Il faut comprendre qu'effectivement, la façon d'interagir avec les gens qui sont venus d'ailleurs n'est pas pareille partout au Canada. Il faut regarder aussi les deux projets de société, dont une qui est plus de tradition anglo-saxonne et une autre qui est de tradition francophone républicaine. Et juste là, on voit tout de suite les différences entre les deux modèles. Mais principalement, mon collègue politologue François Rocher a souligné la différence du statut juridique et constitutionnel, qu'au Canada, il s'agit d'une politique qui a un certain statut, et au Québec, c'est pas ce même statut. Malheureusement, il est pas là parce qu'il explique de façon plus élégante que moi. Moi, je m'intéresse à une autre distinction qui est intéressante, et c'est celle qui explique que dans le modèle multiculturaliste, il n'y a pas de véritable reconnaissance de l'identité culturelle de la majorité. C'est un gros mot que je viens de dire, mais je pense que c'est possible de le documenter. Et c'est un des arguments qui pour moi sépare l'interculturalisme du multiculturalisme, c'est le fait que au Québec, on est très conscient de cette majorité-là. On ne veut pas imposer le point de vue de la majorité, mais les gens qui viennent d'ailleurs, ils arrivent dans un contexte spécifique, et on ne peut pas faire l'économie de ce contexte. Il faut l'assumer. Il faut, d'un point de vue interculturel, il faut justement que ça soit très explicite et presque sur la table. Donc, pour répondre à votre première question, je dirais que d'abord, on fait confusion souvent entre ces deux modèles dans le discours parlé populaire, mais on fait la confusion aussi entre l'interculturalisme comme politique, que vous connaissez très bien, et l'interculturel ou l'interculturalité. Donc l'interculturalité, c'est l'ensemble des actions qui arrivent, des interactions, des contacts, des rencontres entre les citoyens ou entre les citoyens et les institutions. Ça aussi, ça relève de l'interculturel. Mais c'est pas l'interculturalisme. En fait, ce qu'on voit, c'est que sur le terrain, les gens vivent beaucoup plus de problèmes qu'on aimerait croire, parce qu'on a tendance à réduire les tensions sociales autour de cette question-là. On ne va pas mettre trop d'accent là-dessus. Et quand les gens cherchent des outils ou des ressources pour résoudre ces situations conflictuelles ou pleines de tensions, ben, ils voient qu'il n'y a pas de balises, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de cadre de référence. Et donc souvent, et on voit ça souvent dans la recherche que nous faisons à Montréal, c'est qu'il y a des acteurs, des décideurs, des gestionnaires qui sont pris entre les deux modèles. Ils ne savent pas si c'est le modèle multiculturaliste qui devrait s'appeler ou le modèle interculturaliste. Et étant donné que le Québec n'a pas eu un cadre législatif ou un cadre politique qui définit clairement c'est quoi et en quoi c'est différent, mais les gens sont pris avec un tas de problèmes. Et je rajouterais, parce qu'on a eu M. Antoine Bilodeau ce matin qui a beaucoup parlé de ça, et qui a fait des études par rapport à l'identification des communautés ethnoculturelles vis-à-vis l'un ou l'autre et l'attachement qu'ils peuvent avoir vis-à-vis un modèle ou l'autre. Et il a dit que je vais parler de branding. C'est pas le mot qu'il a utilisé, mais j'ai vu ça comme un branding. Que le Canada a un branding très fort. Oui, et le modèle vraiment multiculturel, c'est très fort dans la tête des gens. Ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire. Et c'est un branding qui est ouvert, qui tend la main, qui invite les gens à faire partie du Canada. Donc, il disait que le Québec doit poser un geste fort, fort, symbolique, mais il parlait de tendre la main pour dès l'accueil, et donc, comme vous, poser ce geste, un cadre législatif ou autre pour bien camper notre modèle. Mais il a mentionné 3 gestes que le gouvernement du Canada a fait au fil des années. Donc, il y a le politique et juridique, mais il y a aussi, donc, bien définir le modèle et tout. Alors, je comprends, vous allez exactement dans le même sens. Mais c'est sûr que... On peut te tendre la main pour dire qu'on vous accepte dans toutes vos différences. C'est pas ça le geste. C'est plutôt un geste à dire que nous avons un projet de société commun et donc on vous encourage à participer et pour le faire, mais ça prend des conditions d'inclusion et ça prend aussi un certain accompagnement.
On aimerait beaucoup insister là-dessus. On a beaucoup parlé du rôle des villes. On avait la ville de Montréal ici ce matin. Vous aussi, vous parlez du rôle des villes. Hein? Ouais. Et on a parlé avec d'autres villes, la ville de Sherbrooke, Gatineau. Il y en a plusieurs qui sont des modèles très dynamiques. Il y a vraiment une volonté de jouer un rôle important. Moi, je partage cette vision. Je pense que quand on pense à la réalité de ces villes-là, quand on voit les élus tellement motivés pour réussir l'immigration, puis évidemment avec des organismes communautaires sur le terrain autour, et la relation que les villes ont établie avec ces organismes, je pense qu'il y a quelque chose à regarder là, dans notre modèle. On ira sur l'immigration après, mais juste pour bien s'assurer de ce qu'on peut appeler l'inclusion, qu'on appelle toujours l'intégration, mais peut-être la pleine participation. On vise rien de moins que la pleine participation. Les gens sont exclus, beaucoup, que ce soit discrimination, préjugés ou autre, ou méconnaissance. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est qu'il y a des gens qui ne trouvent pas une place au sein du marché du travail, ni dans les conseils d'administration. Ils ne sont pas reflétés dans les médias. Cette diversité n'est pas reflétée dans toutes les tranches de la société et on s'adresse beaucoup à ça. Pourriez-vous nous peut-être en parler un peu plus? Comment vous voyez le rôle des villes? Pourquoi c'est une approche gagnante? C'est de mettre les villes et de valoriser le rôle des villes au cœur de cette stratégie de pleine participation. Oui. D'abord, il y a le constat de la proximité. Nos collègues à la Ville de Montréal et dans d'autres arrondissements, dans d'autres municipalités à travers le Québec sont pris avec des problèmes vraiment de la vie quotidienne. C'est l'utilisation de la carte de bibliothèque, c'est les habits qu'on porte à la piscine, c'est l'utilisation d'un espace de lieu de culte. Ils ont beaucoup d'expertise là-dedans, ils ont beaucoup d'expérience aussi. Et souvent, ce sont ces personnes qui travaillent à l'échelle municipale qui sont pris avec tous les problèmes. Parce que justement, ils travaillent dans un contexte de proximité et dans une logique de proximité aussi, je voulais dire. Mais nous savons aussi que les personnes qui sont issues de l'immigration récente, ils ont tendance à mobiliser politiquement à l'échelle municipale. Donc l'engagement civique se fait souvent à l'arrondissement ou à l'échelle de la municipalité. C'est beaucoup plus accessible. La recherche en Europe, partout dans les villes en Europe, démontre qu'il y a quelque chose d'accessible, il y a aussi quelque chose de significatif pour les personnes à cette échelle-là. Donc, on sait que la participation des gens qui viennent d'ailleurs, mais ça se passe beaucoup à l'échelle municipale. Et si c'est le cas, c'est peut-être parce que, je voulais reprendre la phrase d'un collègue chercheur qui travaille en Belgique, qui a dit que une ville n'est pas un pays. Et donc, ça semble être complètement évident. Mais j'aime redire cette phrase-là parce que dans ce constat très évident, il y a des aspects qui ne sont pas aussi évidents, à moins qu'on y pense. Et c'est principalement cette idée que c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui va tuer ou se tuer pour une ville. On défend notre quartier, on est très fiers, on l'affiche, mais les problèmes de l'appartenance qui deviennent des violences collectives ou sociales ne s'expriment pas à l'échelle municipale. C'est-à-dire qu'on peut s'attacher très facilement comme citoyen à une ville. Ça se fait facilement. Donc on est tous Montréalais, on est tous Gatinois, on est tous Québécois. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Et donc, ce que nous, on voit, c'est que quand on travaille à l'échelle municipale, les choses se font mieux, les choses se font plus facilement parce que les différentes idéologies politiques qui existent dans chaque nation en santé, bien, elles partagent les tables, ils sont habitués à partager cet espace-là et ça fait que c'est comme si on peut travailler de façon plus pragmatique, de plus efficace, avec moins de tension. Je pense qu'il me reste 2 minutes, alors je vais y aller rapidement, mais peut-être que vous allez pouvoir trouver une façon d'y adresser. Bon, l'intégration d'emploi, lorsque moi j'ai parlé avec beaucoup de gens avant de
présenté ce document. La première préoccupation, c'était la reconnaissance des acquis, des compétences, mais l'intégration d'emploi. C'est la dignité humaine. C'est comme ça qu'il le présente. Et la deuxième génération qui voit les parents exclus du marché de l'emploi, qui crée beaucoup d'anxiété chez eux. Il parle du rêve brisé. Et c'est presque, quand on parle à certains psychiatres et psychologues, c'est comme un traumatisme, genre, pour les familles qui vivent ça. Et vous parlez de votre préoccupation des travailleurs temporaires. Je vous laisse aller sur ces enjeux, deuxième génération d'intégration d'emploi, les travailleurs temporaires. Dans 1 minute, j'imagine. Là, combien de temps qu'il nous reste? Une minute. OK. Ben, on va peut-être revenir à cette question-là. J'aurais aimé que mon collègue se prononce là-dessus, mais de façon très, très courte. L'insertion socio-professionnelle, c'est vraiment une problématique qui est prioritaire pour beaucoup de personnes en recherche et dans les milieux de vie. On a été rassurés de voir que l'énoncé de politique disent des vraies informations sur la situation qui est vécue par des gens, des situations de discrimination et d'exclusion. Important aussi d'insister sur les compétences, les équivalences de compétences, mais de notre point de vue, c'est vraiment une sorte de premier pas qui est pas suffisant à faire, parce que quand on regarde les conditions dans lesquelles les gens vivent et les conditions qui sont exigées pour se sentir inclus, on se rend compte qu'il y a une sorte de mouvement, pas juste au Québec, mais à l'échelle mondiale, qui insiste de plus en plus sur le travail temporaire, et nous sommes d'avis que ce mouvement devrait nous inquiéter parce que ça fragilise des économies et parce que ça empêche à l'échelle sociale des personnes issues de l'immigration d'assurer une intégration pleine. Merci. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Bourget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur White, Madame Gratton, Monsieur Frozini, soyez les bienvenus. Merci pour la contribution. C'est toujours très agréable d'entendre les chercheurs en ces matières-là, parce qu'il y a une distance, rationnelle, qui nous permet de voir plus clair. Il y a peu d'émotion dans le propos, ce qui est une bonne chose quand on touche à ces matières-là. L'immigration, c'est devenu un sujet très sensible un peu partout à travers le monde. C'est d'ailleurs un enjeu pour les 50 prochaines années un peu partout. C'est très passionné en Europe, comme vous le voyez. Nous avons beaucoup de chance ici de vivre encore relativement paisiblement en ces matières. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur White, que vous avez travaillé sur l'interculturel et toutes ses déclinaisons. Avez-vous également réfléchi ou travaillé sur le multiculturalisme au passage? Personnellement, je suis quelque part un enfant du multiculturalisme. Vous avez vu dans mon nom de famille que Exact. Je suis pas nécessairement de souche québécoise. Mm-hmm. Je dirais que c'est à travers la recherche qu'on fait sur l'interculturalisme que nous apprenons beaucoup sur le multiculturalisme. L'histoire, si on regarde les deux politiques qui émergent à travers le temps, on constate deux choses. D'abord, le multiculturalisme émerge principalement parce qu'il y a un besoin de répondre à des inquiétudes qui viennent principalement du Québec. Donc, le multiculturalisme a été vu par certains analystes comme une réponse au Québec, au départ. Deuxièmement, nous voyons qu'il y a un rapprochement. J'ai pas bien compris. Jusqu'à présent, je croyais que c'était la Commission royale qui a donné naissance à ce bébé. Commission royale initiée par Monsieur Trudeau. Ouais. Et les conclusions nous ont posé là. Et le Québec, dans sa réponse au multiculturalisme canadien, a, disons, évoqué, parce que jusqu'à présent, vous l'avez bien dit, la partition de la symphonie d'interculturalité n'est pas encore écrite depuis 25 ans. La réponse n'est pas écrite. On vit dans
une sorte d'approche intuitive de la chose. On peut poser la question à 10 000 personnes au Québec et on aura 10 000 façons de concevoir la chose. Ma question elle est dans ce sens-là. Je voulais savoir au final ce que vous feriez comme distinction entre multiculturalisme, interculturalisme, dans la perspective historique que je viens de résumer très rapidement, et aussi convergence culturelle, qui est une notion qui a fait l'objet de plusieurs débats au sein de notre cercle politique pendant des années également. Parce que le but, c'est toujours le vivre ensemble, hein, c'est cette quête-là. Non, mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'on ne peut pas, ce que j'essaie de dire de façon moins claire, on ne peut pas imaginer le multiculturalisme sans le Québec, parce que c'est une politique qui a été développée en réponse avec des tensions sociales entre les provinces à cette époque-là. Et en même temps, on voit à travers le temps un rapprochement entre les deux politiques. Donc, il y a des aspects, il y a des termes et des aspects structurants dans le multiculturalisme qui viennent influencer et inspirer l'interculturalisme. Et dans l'autre sens aussi, il y a des aspects de l'interculturalisme qui inspirent du côté du multiculturalisme. Et un de ces aspects qui est considéré comme central à la démarche interculturaliste du point de vue québécois, c'est l'intérêt pour les interactions. Et donc un rapprochement à travers les interactions. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. En fait, ce sont les traces de la théorie et la philosophie interculturelle qui dit que toute situation de vie publique commune se définit à travers une série ou le cumul des interactions. Et donc, dans le modèle multiculturaliste, on a un peu cette idée de mosaïque ou de séparation, mais égalité, mais séparation. Mais dans le modèle interculturaliste, on est beaucoup plus intéressé à l'idée d'avoir quelque chose de partagé, de commun. Et donc, si c'est partagé et commun, dans ce sens-là, il faut avoir des outils pour comprendre les interactions. Convergence a été un outil. Nous travaillons sur des modèles, sur des outils de recherche qui vont nous permettre, en fait, de documenter de façon beaucoup plus systématique toutes les situations qui concernent les interactions en contexte pluriethnique. Et non seulement de pouvoir les documenter pour chercher des bonnes pratiques, mais aussi de pouvoir documenter la fréquence et la gravité de ces situations-là. Donc, ça fait partie d'une de nos intérêts au niveau des enjeux à regarder dans l'avenir très proche. Il faut être capable de dire, est-ce que vraiment nous avons des problèmes dans nos interactions? Et si oui, c'est où? Et si on arrive à les identifier, quel est l'impact de ces interactions sur l'opération des institutions publiques de façon plus... ou même la vie publique, l'espace public de façon plus générale. Moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du multiculturalisme. On peut pas l'ignorer. Mais je suis convaincu que le Québec fonctionne de façon différente et nous considérons que ça serait vraiment à l'avantage pour tous les Québécois que le gouvernement mette plus de clarté dans la définition. Quand vous référez au multiculturalisme, que pensez-vous des constats faits en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas? Et même certaines plumes commencent à s'exprimer du côté de l'Ontario à l'effet que la démarche ne constitue pas une rencontre entre la société d'accueil et les aubains, entre guillemets. Tout au contraire, les gens sont murés dans des silos culturels et refusent ou plutôt ne démontrent aucune volonté d'établir des ponts ou des passerelles avec les autres. Et on voit ce que ça génère au terme d'un certain nombre de générations en France, en Grande-Bretagne par exemple.
Moi, je pense que les gens font des ponts de façon assez régulière, à leur façon, mais ça dépend des personnes et des endroits où ils le font. Il y a effectivement, il y a eu quelques publications qui sortent et quelques colloques qui s'organisent autour de cette idée de la multicultiphobie. Donc, il y a ce qu'on appellerait en anglais un backlash à l'égard du multiculturalisme. Pour défendre nos confrères dans l'Ouest et dans le reste du Canada, je dirais que les Européens, en général, n'ont pas la facilité à comprendre le contexte spécifique du multiculturalisme. Et donc, on pourrait se dire que le multiculturalisme ne pourrait pas s'appliquer de la façon ailleurs qu'il s'applique ici. Le bilan n'est pas si mauvais pour le Canada de façon générale. Je comprends aussi la crainte que vous soulevez, qui est une crainte de ghettoisation et de sentiments communautaristes, pas communautaires dans le sens anglophone, mais communautaristes. Et moi, je suis convaincu que nous avons des volontés politiques et des outils, même des outils de recherche qui vont nous permettre de montrer comment le vivre ensemble au Québec est possible de promouvoir et même d'étudier, d'encadrer, d'encourager. S'il y a quelque chose de spécifique au Québec, c'est parce que depuis plusieurs siècles, nous avons des stratégies pour assurer un minimum de vivre ensemble, mais on ne peut pas comparer le Québec avec l'Europe. Les problèmes qu'ils ont en Europe, ce sont des problèmes d'intégration sociale et pas uniquement des problèmes de modèle de gestion de la diversité. Okay, je vous entends bien, mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons répéter les mêmes paradigmes de balkanisation à notre insu, parce que c'est ce qui est arrivé en France, par exemple, notamment parce que vous comme moi constatez les problèmes d'appauvrissement dans certaines portion de notre population, le taux de chômage très élevé à Montréal, par exemple, qui avoisine les 30% chez des francophones québécois récemment arrivés. Il me reste à peine 1 minute et demie. J'aimerais revenir sur vos 2 premières recommandations à l'effet que le gouvernement se doit de se doter, en quelque sorte, un énoncé politique ou un cadre législatif relativement à la politique d'intégration et vous plaidez pour la publication d'un livre blanc également allant dans ce sens-là. Est-ce que, partant de là, l'exercice que nous faisons ici aujourd'hui ne devrait pas en être un spécifique et qui appellerait la contribution de l'ensemble des cerveaux? L'addition des cerveaux, vous en êtes l'exemple aujourd'hui, peut nous permettre d'enrichir le débat au lieu de le mêler avec celui de l'emploi ou des volumes migratoires. En 1 minute. Une minute. Okay. Non, effectivement, pour nous, la question d'une politique sur l'interculturalisme devrait être traitée à part. On était content de voir qu'une réflexion là-dessus se trouve dans l'énoncé de politique, mais on n'est pas d'accord avec cette idée que l'énoncé de politique donne des réponses définitives. Il y a un autre travail à faire et il faut séparer l'interculturalisme des pratiques religieuses, de l'emploi et de l'intégration et de l'immigration. Pour nous, c'est pas une question d'immigration. La question de l'interculturel, donc l'interculturalisme comme politique, appartient au Québec depuis que le Québec existe. Merci. Merci. Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Gratton, Monsieur White, Monsieur Frosini. Monsieur White, vous avez abordé dans votre mémoire à la page 18 et 19 la notion des incidents critiques. Et vous donnez un exemple d'incident critique qui peut se produire dans le cadre de la société québécoise. Comment fait-on pour diminuer ces incidents critiques-là dans le cadre de la société québécoise? En contexte montréalais. Oui, merci pour la question. Je sais pas si je voudrais peut-être demander à mon collègue Monsieur Frosini de nous parler un petit peu pas du concept d'incident critique, mais d'une situation qu'on pourrait
facilement qualifié d'incident critique, c'est-à-dire tout ce qui se passe avec la situation du travail temporaire. Et donc, à nos sens, cette situation pose des problèmes parce que les décisions que nous prenons par rapport au travail risquent de créer des nouvelles formes d'exclusion. Et puis ensuite, l'autre réponse à cette question, je donnerai plutôt à ma collègue Madame Gratton, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de la formation des compétences et qui explique que d'abord, il faut identifier les incidents critiques. Il faut vraiment les documenter et puis les mesurer. Et ensuite, il faut donner des outils aux gens pour qu'ils puissent savoir comment répondre quand ça arrive. Mais premièrement, je ne sais pas si Jorge, tu peux nous parler un petit peu de ce qui est inquiétant du côté de la situation des travailleurs temporaires. Vous m'entendez bien? J'imagine que oui. Là, je vois le petit bouton rouge. Merci. Pour aborder la question des travailleurs temporaires, écoutez, c'est compliqué, parce qu'on rentre dans la législation aussi. Mais il faut comprendre, premièrement, c'est quoi? C'est quoi un travailleur temporaire? Quelle est la dynamique qui est établie? C'est une dynamique triangulaire qu'on appelle, c'est-à-dire vous avez le travailleur temporaire, ok? Vous avez une agence de placement temporaire et vous avez une compagnie qui fait appel à cette agence pour recruter des personnes pour qu'ils soient déplacés et à y travailler chez cette compagnie. Donc, c'est une relation triangulaire dans laquelle la compagnie paye cette agence et cette agence, par la suite, paye les travailleurs comme tel. Donc, la relation entre employeur, employé, elle est répartie entre deux entités. Et le problème majeur qu'il y a en ce moment, c'est que ces personnes-là, lorsqu'elles vont travailler, premièrement, il y en a beaucoup à Montréal qui se lèvent extrêmement tôt pour aller à un endroit particulier que cette agence, qu'on les appelle Fly by Night, comme telle, c'est-à-dire qu'ils apparaissent, ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc, elle dit à ses travailleurs, allez à tel endroit, on va venir vous chercher. Donc, ces gens-là, ils se déplacent proches habituellement des métros. Il y a quelques métros qu'on a identifiés. Et ils se déplacent, ils ne savent même pas où ils s'en vont. À ce moment-là, arrivent sur place et c'est à cet endroit-là qu'ils savent vraiment quel type de travail ils vont effectuer pendant la journée. Et par la suite, ils sont ramenés à Montréal, à l'endroit où on les a pris. Par la suite, ils vont à Nice, même pas à l'agence, ils peuvent aller à un endroit où on échange des chèques pour aller chercher leur rémunération. Donc, quand je dis qu'il y a des problèmes fiscaux, entre autres, les problèmes des lois, parce que ces agences-là, vous voyez, ils peuvent avoir des problèmes. Combien ils sont payés? Est-ce qu'on donne un montant qui doit être donné en termes d'impôts et autres, mais aussi aux travailleurs comme tels. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que ces gens-là, finalement, ils se retrouvent à être payés en bas du salaire minimum, ce qui est illégal. On s'entend. Donc, il y a ces problèmes-là. Et à ça, c'est sûr le problème d'aller à un endroit dans lequel, comme ils ne savent pas où ils s'en vont, ils n'ont pas la formation. Il y a des problèmes, souvent il y a des problèmes de santé, c'est-à-dire s'il arrive un accident, qui est responsable? Habituellement, l'endroit où il y a eu l'accident, il ne va pas le déclarer. On s'entend, on le sait. Il ne déclare pas parce que, habituellement, à ce moment-là, les primes, vous le savez, ils vont augmenter. Donc, il y a toutes ces problématiques comme ça. Donc, au niveau de la santé, on se retrouve avec des gens qui vont être dans une situation beaucoup plus précaire quand elle par la suite. Et c'est ces gens-là qui, habituellement, ils se retrouvent dans une position qui est très précaire parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est la seule façon de trouver un emploi parce qu'ailleurs, soit ils n'ont pas été reconnus. Et évidemment, lorsqu'on cherche du travail, à un moment donné, on passe les heures. Si jamais il y avait eu un travail, ils sont tombés en chômage. Par la suite, ils cherchent encore, ils ne trouvent rien, mais c'est la seule porte de sortie qui reste. Je comprends que les travailleurs temporaires dont vous me décrivez la situation ne bénéficient pas des protections avantages sociales que les autres travailleurs aux différentes lois du travail en place. Voilà. Et ça fait que, pour parler de l'inclusion, il faut d'abord parler des conditions matérielles de base. On peut pas juste, en offrant un emploi,
espérer que les gens vont magiquement intégrer la société ou se sentir faisant partie de la société. Mais pour répondre à la deuxième partie de votre question, donc comment aborder ces questions-là, je pense qu'il faut penser en termes des compétences et des compétences organisationnelles. Qu'est-ce qui fait que des situations de ce type-là ou d'autres situations problématiques sont abordées par les organismes. Les gens se sentent désemparés, ils trouvent des stratégies locales et spécifiques, mais c'est parce qu'il n'y a pas de balise. Je ne sais pas si, Daniel, si tu pourrais adresser un peu cette question-là de compétences. Oui, je vais essayer d'expliquer un peu les mécanismes pour arriver à comprendre ce qu'est un incident critique et quelles compétences dont on a besoin pour les résoudre. Juste avant de le faire, je veux juste apporter une petite précision. Mon collègue m'a présenté comme travaillant encore aux agences de santé et de services sociaux de Montréal et de Laval. Je l'ai fait de 2000 à 2013, donc à Montréal jusqu'à 2000, après à Laval jusqu'à 2013, donc je n'y suis plus présentement. Mais c'est dans le réseau de la santé que je vais prendre mes exemples parce que c'est là qu'on comprend le plus rapidement ce qui se passe. Vous avez un exemple d'incident critique d'ailleurs à la page 19. J'y reviendrai à la fin. Donc, vous avez 1 minute. Très, très rapidement. C'est pour ça que j'ai pris des notes pour le faire vite. Donc, un incident critique, c'est, selon la définition de Cohen-Emmerich, c'est un événement qui va se reproduire. Donc, c'est une récurrence. Si on met quelqu'un d'une culture avec quelqu'un d'une autre culture, toujours dans le même contexte, c'est le même problème qui réapparaît. Donc, ce que ça va faire apparaître, c'est différentes barrières dont on a parlé aussi dans notre document, c'est-à-dire une méconnaissance des systèmes, des barrières linguistiques, ça peut être aussi des barrières économiques, ça peut être aussi des barrières culturelles, culture définie au sens le plus simple, façon différente de penser, de dire et de faire. Donc, un exemple en réadaptation physique, la réadaptation n'est pas universelle. Donc, si on prend quelqu'un qui a été blessé sur la route et qui est un immigrant, même après 30 ans, comme je l'ai vu dans mes travaux, ces personnes-là qui arrivent en réadaptation ne comprennent pas ce qu'est la réadaptation. Ils ne comprennent pas, par exemple, incident critique, qu'on peut bouger quand on a mal. Dans leur pays, le fait de ne pas bouger, c'est un élément de protection. Mais ce dont on se rend compte au niveau de la santé, c'est si on ne bouge pas du tout, on va créer d'autres handicaps. Donc, les intervenants qui travaillent avec ces personnes-là doivent régler ce type de problème-là. Merci. Maintenant, Monsieur le député de Mercier. Si vous voulez élaborer un peu davantage là-dessus, j'espère pouvoir vous laisser plus de temps. Donc, vous avez, pour schématiser, multiculturalisme, égalité, séparation. Interculturalisme, égalité, intégration. Mais vous avez intégration. Interaction. Interaction, oui. Ensuite, vous avez mentionné quelques éléments pour cette intégration, qui est l'interaction, qui est la reconnaissance aussi de la majorité, ce qui manque. D'ailleurs, M. Bouchard, la semaine dernière, insistait sur le même élément. Mais vous avez aussi dit que pour que ça soit réussi, que l'interaction puisse se faire et l'interaction puisse en découler, il faut plus de moyens. Ça exige des moyens parce que c'est dans l'intérêt, bien sûr, des immigrants, mais c'est aussi dans l'intérêt de la société d'accueil pour les objectifs, que ce soit la protection du français, pour une meilleure harmonie sociale et tout ça. Parmi les mesures, vous avez parlé des COFI que vous regrettez, le modèle COFI qui était abandonné. Est-ce qu'il y a d'autres éléments immédiatement applicables au-delà du fait que vous pensez qu'il faut des balises, il faut une politique publique claire? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes que vous aimeriez voir de là? Oui. 1 minute. 1 minute, oui. Premièrement, il faut essayer d'identifier quels sont les problèmes qui sont plus urgents et qui ont le plus d'impact sur le vivre ensemble. Ça se fait, il y a des outils qu'on commence à développer pour documenter, mesurer, analyser les situations. Deuxième, nous avons commencé à travailler sur l'idée de mettre sur pied des expertises qui se trouveraient au sein des organismes et des institutions publiques qu'on appelle dans les recommandations, par faute de meilleurs termes, des comités interculturels qui pourraient justement aider dans des situations où les problèmes dérapent. Donc une expertise, des compétences en interculturel qui permettent les organismes
de développer leurs compétences interculturelles. Parce que ce que nous savons dans les situations que mes collègues décrivent, c'est que oui, les immigrants sont vulnérables et dans des situations précaires, mais nous savons aussi, parce qu'il n'y a pas assez de ressources mises là-dessus, que les intervenants et les gestionnaires sont aussi fragilisés et on a besoin, c'est un message qu'on aimerait insister là-dessus assez fort, c'est qu'il faut protéger tout le monde. Et il faut s'assurer que et les gens qui reçoivent les immigrants et les immigrants sont encadrés avec une logique de protection. Merci. Donc, je vous remercie pour votre rapport aux travaux de la Commission et je vais suspendre quelques instants afin de permettre à la prochaine personne de prendre place.